Mon invité du jour est Yann Valery. Il nous présente son livre Sécession. Yann Valery est journaliste à Braise Info et il a publié 7 ouvrages à compte d'auteur et qu'il va nous présenter aujourd'hui. Alors, bonjour Yann. Tout d'abord, pourquoi ce livre et pourquoi maintenant? Bonjour Olivier, merci de l'invitation. Pourquoi ce livre? C'est parce que je pense que ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant qu'on vit dans une situation où l'État, la République française, cherche de plus en plus à s'approprier la vie des gens, y compris leur vie privée. Des choses qui pourraient paraître anecdotiques, comme un repas de Noël, se sont transformées en est-ce que vous avez le droit de votre grand-mère va dîner avec vous ce soir à Noël? Est-ce que votre grand-père va dîner avec vous ce soir à Noël? Est-ce qu'il ne faut pas le mettre sur une table à part? On a eu en même temps cet État qui a voulu imposer le masque, la vaccination, notamment à nos enfants. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu cette intrusion permanente de l'État qui avait déjà commencé bien avant le Covid, mais qui s'est vraiment accélérée, ou une espèce de république tentacule. Je me suis dit, bon, il faut essayer d'écrire quelque chose qui soit incisif, assez court dans une période où les gens lisent de moins en moins, et en même temps qui soit un concentré d'appel à la libération individuelle avant d'ailleurs de la libération collective, parce que je pense que la sécession est d'abord individuelle, elle est d'abord mentale avant de l'être, comme je l'explique dans mon livre, éducative, médiatique, politique peut-être, géographique demain. On voit ça. Donc voilà la genèse un peu de cette écriture. Alors justement, vous parlez de sécession, vous pouvez parler de rupture également. Et alors, c'est une rupture que vous proposez aux Français, aux Européens, mais uniquement à la campagne. En revanche, je vous ai expliqué qu'il peut y avoir une sécession en ville, mais que pour accomplir pleinement cette rupture avec la République que vous désignez, il faut quitter la ville. Alors, je le dis, effectivement, dans un ouvrage aussi concis que celui-ci, je ne me suis pas étendu et je pense que ça mériterait presque un autre livre là-dessus. Je dis qu'il faut quitter les métropoles pour le moment. C'est-à-dire que je pense que les métropoles sont le symbole même à la fois de l'indifférenciation à laquelle on assiste aujourd'hui en Europe de l'Ouest, à la fois du mélange forcé, c'est-à-dire qu'on vous oblige à vivre côte à côte avec des populations avec lesquelles vous n'avez pas envie de vivre, vous ne voulez pas vivre, vous ne pouvez pas vivre, que ce soit culturellement, religieusement, socialement, enfin voilà. Et en plus, ce sont des grands ensembles, comme quand je parle d'ensemble indifférenciés, c'est-à-dire que chacun a son petit groupe, son petit clan, sa petite lubie. Et au final, c'est tout sauf un rassemblement communautaire. C'est des espèces de magmas dans lesquels on est en plus de plus en plus en situation d'insécurité, puisque les métropoles, et je ne vise pas que Paris d'ailleurs dans le livre, hein, Rennes, Nantes, ça devient la même chose, Lyon, Marseille, pareil. C'est des endroits où vous pouvez de moins en moins avoir confiance lorsque vous y envoyez vos enfants faire leurs études ou faire ne serait-ce que du shopping un samedi après-midi, hormis à trouver des alternatives. D'ailleurs, comme les gens qui y vivent commencent à le faire, hein, ils s'adaptent, ils vont dans certaines rues et pas dans d'autres, ils habitent dans certains quartiers et pas dans d'autres, ils se font maintenant livrer leur nourriture à la maison pour peut-être parfois, ou par flemmardise, ou par éviter d'aller à tel ou tel endroit. Ils circulent dans des Uber ou dans des taxis parce qu'ils ne veulent plus prendre les transports en commun. Donc, de facto, même les habitants en fait, des métropoles, ils font d'une certaine façon sécession. Après, je n'appelle pas un retour de tout le monde dans les campagnes parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre à la campagne. Mais je pense qu'il y a des moyennes villes qui sont beaucoup plus acceptables et qui sont beaucoup plus vivables. Je pense qu'il y a des côtes qui sont également vivables. Et oui, il y a cette campagne-là. Et je vois ça comme une forme de repli temporaire, c'est-à-dire retrouver le sens de la communauté, retrouver le sens du beau, du vrai, du bon, et ensuite, demain, retourner peut-être construire ou rebâtir d'autres types de villes avec d'autres ensembles géographiques, parce que c'est bien évident que mon livre n'appelle pas à brûler les universités, les musées et tout ce tout ce qui peut faire la richesse d'une ville. Je dis juste que le système d'urbanisme français est quelque chose qui nous mène
au désastre, et on en voit tous les jours la couleur actuellement. Alors, il y a une rupture géographique dans votre livre sur une sécession géographique, mais il y a aussi une rupture qui est très terre à terre, mais qui prend un chapitre, c'est cette question de la rupture éducative pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel projet de sécession il peut avoir pour les gens qui veulent s'émanciper de cette fameuse république que vous nommez comme l'ennemi? Ben déjà, il faut savoir, enfin, je pense que ça, tout le monde l'a en tête, que l'éducation, c'est-à-dire en fait le développement de nos enfants, le fait déjà de faire des enfants et de les éduquer, de leur donner de la vie, les éduquer, de les faire grandir, c'est quasiment notre but sur Terre. Enfin, normalement, on est là pour ça, pour perpétuer notre communauté, notre civilisation, la vie, tout simplement. Et donc, forcément, l'éducation est quelque chose de prioritaire. Aujourd'hui, en France, la République a créé quelque chose qui s'appelle l'éducation nationale au lieu de l'instruction. D'ailleurs, la différence de mots est intéressante parce que, en fait, la République entend éduquer nos enfants et non pas les instruire. Or, nous, ce qu'on demande, ce qu'on est en droit de demander, nous, citoyens, à la République ou au système auquel on confie nos enfants, c'est pas de les éduquer, ça c'est nous qui devons le faire dans la vie de tous les jours, du matin au soir, quand ils sont à la maison, c'est de les instruire. Or, le système actuel fait que nos enfants sont de moins en moins instruits. Alors bien évidemment, encore une fois, je suis pas dans le, je balaye pas tout d'un revers de main. Il y a des très bonnes écoles publiques, c'est ce que je dis dans mon livre, que ce soit dans certaines villes ou à la campagne, dans des petits formats, avec des petites classes, avec des bons professeurs qui ne se laissent pas qui ne se laissent pas influencer par la propagande, même s'il y a des consignes fortes à la tête de l'éducation nationale pour diffuser certaines idées, pour faire que les enfants... Je peux prendre un exemple récent. Moi, j'ai un fils de 7 ans qui apprend la conjugaison et sa maîtresse ça a totalement chamboulé l'apprentissage de la conjugaison parce qu'on n'apprend plus je tuile, nous vuil d'une traite sur un temps, sur le présent, après le passé composé. Ils vont faire ça par séquence de 2 semaines. D'abord le jeu, puis 2 semaines après le tu, puis le il. Et en fait, quand on a demandé à l'institutrice pourquoi, elle a dit bah, c'est les nouvelles consignes de l'éducation nationale. Vous prenez le domaine des mathématiques, c'est pareil. Vous prenez le domaine de la géographie. Aujourd'hui, des gamins de CE2, CM1, on leur apprend des gamins à la ruralité, par exemple, on leur apprend à se déplacer en ville, prendre le métro, on leur apprend ce qu'est un métro, ce qu'est un bus, ce qu'est une rue, alors qu'on pourrait leur apprendre la géographie, les fleuves, les régions, les départements, les pays, les capitales, les drapeaux, comme on l'a toujours fait, et c'est ce qui faisait une plus-value de l'instruction française. En histoire, il n'y a plus d'histoire chronologique. En mathématiques, c'est une catastrophe. Tous les tests le montrent. Donc, moi, ce que j'indique dans mon livre, c'est qu'il existe en France encore aujourd'hui des possibilités ou bien d'extraire totalement ces enfants de l'éducation nationale via les écoles hors contrat ou via l'école à la maison. Et d'ailleurs, on a bien vu depuis un an que la République, encore une fois, qui ne supporte pas que des enfants sortent de son giron, commence à attaquer les écoles hors contrat et surtout à attaquer l'école à la maison parce qu'elle ne veut pas que des enfants soient éduqués et instruits par leurs parents. Et c'est là où j'y vois un grand danger pour nos libertés et pour ce que j'appelle la fabrique d'hommes et de femmes libres. C'est-à-dire que je le dis dans le livre, d'ailleurs, moi, mon but en disant aux gens, allez dans les écoles hors contrat, faites l'école à la maison ou alors allez dans des bonnes écoles saines pour vos enfants, c'est pas parce que vous avez certaines conceptions de la civilisation ou de la politique que vous devez bourrer le crâne à vos enfants. C'est pas ça du tout. Il faut pas faire des enfants soldats, mais il faut refuser que la République, dans un autre sens, fasse des enfants soldats. Encore une fois, moi, ce à quoi j'appelle, c'est simplement à instruire normalement ces enfants pour en faire des hommes et des femmes libres, capables de penser par eux-mêmes le monde et ensuite, demain, de prendre les décisions qui leur incomberont sans être manipulés par qui que ce soit, y compris par ses parents d'ailleurs. Les parents sont là pour influencer, pour éduquer, pour instruire, pour apprendre, pour transmettre des valeurs, c'est évident, mais pas non plus pour en faire des enfants soldats. Justement, il y a cette dichotomie dans tout votre livre, un espèce d'équilibre qui est assez intéressant parce que vous appelez à une certaine radicalité. Vous avez des mots assez durs dans certains passages, mais il y a toujours cette idée d'éviter de passer
quelque sorte d'un extrême à l'autre. Alors, vous dites même à un moment que vous faites apôtre du juste milieu, notamment sur les médias, disons les médias on pourrait appeler de réinformation ou dissidents, où vous dites qu'il faut toujours garder l'esprit de regarder aussi ce qui se fait ailleurs. Donc, compléter cette démarche avec de la dissidence, mais aussi du mainstream, si on veut. Il y a, pour vous, cet équilibre, il est salutaire pour justement faire des hommes libres? Alors oui, bah là, vous prenez l'exemple médiatique, qui passerait sa journée, alors je prenais ou sur Braise Info, ou sur TV Liberté, ou sur F2 Souche, et qui ne regarderait que ça, en fait, il aurait une vision biaisée de la société au même titre et d'ailleurs c'est pour ça que sont nés les médias de réinformation ou de presse alternative, la personne qui depuis des années travaille toute la journée et en fait allume sa télé le soir aux 20h et regarde son journal de 20h tout en lisant son quotidien régional, il a une vision biaisée, il ne voit pas la même chose et il n'a pas le même ressenti que son voisin qui, lui, éventuellement, aura passé toute sa journée entre des sites de presse alternative, des sites étrangers, des sites de presse mainstream aussi. Et je pense que c'est une nécessité, c'est une hygiène, au même titre qu'on doit essayer d'avoir une hygiène on doit tendre, entre guillemets, vers d'avoir une hygiène de vie plutôt correcte, on doit aussi avoir une hygiène mentale. Et d'être ouvert d'esprit, d'aller vers, y compris des choses qui nous heurtent. Moi, je sais que quand je fais ma revue de presse le matin, je vais voir Mediapart, je vais voir un site que j'adore qui s'appelle Reporter, qui est plutôt un site de gauche, extrême gauche, mais qui fait du très bon boulot. Il y a des très très bons journalistes qui ne partagent pas du tout ma vision de la société, mais si on ne se confronte pas à eux et si on n'essaye pas d'apprendre un minimum d'eux, on va rester dans notre bulle, dans notre cercle, et à mon avis, c'est quelque chose qui nous fait du tort, alors pas qu'à nous, mais à la société en général. Et alors, j'en reviens à ce que vous disiez au départ, effectivement, je pense que la recherche du juste milieu dans tout ce qu'on fait, ce qui n'empêche pas la radicalité d'ailleurs, en fait, je pense que le juste milieu est la radicalité. C'est-à-dire que il y a beaucoup trop de gens qui s'extrémisent, ce qui est l'inverse de la radicalité, justement, et qui en oublient et qui en perdent tout bon sens, alors que notre sécession et puis même notre vie de tous les jours doit être guidée par cette recherche du juste milieu, d'essayer de composer avec les gens qui nous entourent et qui ne sont pas comme nous. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, font énormément de tort là-dessus, puisqu'ils ont permis à chacun de se créer sa propre bulle avec ses amis qui partagent les mêmes visions du monde, les mêmes façons de penser, les mêmes articles. C'est pour ça que moi, j'ai plusieurs comptes sur les réseaux sociaux avec des bulles différentes qui me permettent de m'aérer. Enfin, c'est une forme d'oxygène mental aussi, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, etc. Et c'est peut-être difficile, mais c'est aussi le prix à payer pour être un homme libre. Ça me semble évident. Alors, il y a un élément qui est particulièrement étonnant dans votre livre, dans ces sessions, important, pas étonnant, mais c'est pas un livre qu'on pourrait qualifier de réactionnaire, parce que vous n'incitez pas du tout à un repli sur soi, mais plus à une réappropriation, notamment en matière politique. Vous ne vous faites pas d'illusions sur 2022, l'élection présidentielle, puis les législatives, mais vous dites en revanche que chacun peut agir en fait à son niveau. Est-ce que vous pouvez développer cette idée du combat politique que chacun peut mener à son échelle? Alors, pour ce qui est du côté réactionnaire, de toute façon, depuis que je suis en âge de faire de la politique, je n'ai jamais trop été un amateur de ce qu'on peut appeler le conservatisme ou la réaction. Ça n'a jamais été trop ma tasse de thé, ni même mon éducation d'ailleurs. Parce que je pense que vouloir recréer quelque chose qu'on n'a jamais vécu d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur la France d'avant, le monde d'avant, etc., alors qu'on ne l'a jamais vécu techniquement. Je pense que c'est une illusion, parce que les choses changent, les civilisations évoluent. Je dirais pas il faut vivre avec son temps, parce que c'est complètement idiot comme phrase aussi, mais il faut quand même penser le futur. J'aimais beaucoup, par exemple, le livre de Guillaume Fay, L'archéofuturisme, qui dressait justement ce lien, ce pont entre ce qu'on pouvait puiser dans notre passé, dans notre longue mémoire, dans nos racines, et en même temps ce qu'on pouvait développer pour le futur, pour créer quelque chose
un système, un système futuriste qui corresponde en fait à notre civilisation. Pour en revenir sur le côté politique, effectivement, je ne me fais aucune illusion sur les élections qui viennent. Après, ça, c'est vraiment un point de vue sur lequel beaucoup de gens ne peuvent pas être d'accord. Mais moi, j'estime que le fait d'élire, donc de mettre son bulletin de vote pour avoir un représentant qui éventuellement pourra ou pas appliquer ce que nous, on souhaite dans notre fort intérieur, c'est une illusion. À cela, je préfère une forme d'engagement dans la cité, qu'elle soit locale. Dans mon livre, je parle d'être pompier, d'être bénévole associatif, d'être élu municipal, de faire des choses en fait concrètes pour les gens de sa communauté autour de soi. Et ça, c'est un premier pas vers la réappropriation de la vie de la cité. Et ensuite, demain, alors ça, je ne l'écris pas dans mon livre, mais demain, je le disais hier avec un autre camarade, on est capable aujourd'hui de payer ses impôts sur Internet en France via des plateformes soi-disant sécurisées. On devrait demain être capable d'avoir un compte électeur sur Internet pour pouvoir toutes les semaines se connecter et voter localement, voter régionalement, voter nationalement pour tel ou tel projet qui nous intéresse. Et pour en fait ensuite demander à des gestionnaires et non plus à des élus d'appliquer les décisions du peuple. On se rapproche de la démocratie directe et moi, c'est le système dans lequel je crois. Je pense que les élus ont fait leur temps, la Ve République a fait son temps et on ne peut pas, quand on est un homme libre ou une femme libre, on ne peut pas tout remettre dans les mains de gens qui, de toute façon, ont trahi, trahissent et trahiront. C'est sans doute une constante dans l'histoire de la Ve République. Merci beaucoup, Yann Valery. Je le répète, votre ouvrage Sécession en auto-édition qui fait 97 pages, qui se lit très rapidement et qui est un véritable manuel pour survivre au XXIe siècle.